propose de passer donc rapidement, hein, qu'on ne soit pas en retard sur notre horaire, à une séance de questions. Alors c'est vrai, peut-être Nantes, c'était la question qu'on peut se poser. Pourquoi Nantes, puisque les territoires qui ont été choisis pour cette étude sont assez éloignés. Je voulais juste répondre à cette question parce que il se trouve que de retour de navigation, beaucoup de navires vont à Nantes. Donc éventuellement des armes là-bas ou arment là-bas, ce qui fait qu'à Nantes, en fait, il y a un nombre impressionnant notamment de rôles d'équipage de Saint-Malo. Et donc de navires qui partent de Nantes, mais on y retrouve effectivement tous nos gars, quoi, hein, là-bas, quoi, hein. Donc c'est la raison pour laquelle, si on veut parler de Cancale, mais je pense que Marennes, ce sera exactement la même chose, on ne peut pas faire abstraction de Nantes pour cette précieuse source, hein, que sont les rôles d'équipage. Alors je m'adresse à vous, donc à distance, mais vous pouvez vous adresser directement en parlant dans votre micro. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question pour Monsieur Charon. J'ai été surpris tout à l'heure. C'est pas vraiment en lien avec notre histoire de gens de mer, Philippe, mais c'était une question qui m'a interpellé. Vous avez parlé de l'amirauté de Guérande. Oui. Et bon, pour travailler sur les amirautés, notamment avec Sylviane Linares, qui est professeur ici à l'Université de Bretagne Sud, on a travaillé sur les enquêtes, les procès-verbaux d'inspection d'un commissaire de la marine qui s'appelle Marc-Antoine Daniel Chardon, qui travaille à la fin du XVIIIe siècle et qui parcourt l'ensemble du littoral français, et qui nous a fait une liste des sièges d'amirauté. Il n'y a pas Guérande à la fin du XVIIIe. Alors, quelle serait la chronologie? Est-ce que vous sauriez si Guérande est... C'est pas une question piège, hein, c'est juste, voilà, parce que vous avez cité ce siège et qu'il n'est pas présent dans l'enquête de 1783. Écoute, là, faudrait que comme vous, hein, je suis savant avec les livres, les instruments de recherche, il faudrait que je regarde l'inventaire du fonds de Guérande, mais il est très restreint, je veux dire, il n'y a pratiquement rien, mais il y a malgré tout un greffe secondaire au Pouliguen, par exemple. D'accord. Donc peut-être n'existe-t-il plus après 1783. Il faut regarder c'est possible, oui, dates parce qu'il y a des extrêmes. recompositions. Hein, voilà, donc, il peut y avoir des recompositions. Et pour l'amirauté de Nantes, il y a beaucoup de greffes secondaires, dont je ne les ai pas en tête, mais à Bourgneuf, Paimboeuf, voilà. Ça, on les a identifiés aussi par ailleurs dans le cadre d'un autre programme ANR qui s'intéresse au congé d'amirauté. Oui, bien sûr. Et donc, partout où il y avait des officiers du greffe de l'amirauté, on les a, et des receveurs des droits de Monseigneur l'amiral, on a bien identifié tous ces ports qu'on qualifie de ports obliques dans l'enquête de Chardon, d'ailleurs. Oui, mais ce que vous dites là est une difficulté inhérente à l'essai de reconstituer les circonscriptions des institutions d'Ancien Régime. Là, je m'adresse à Stéphanie, elle comprendra sans doute, et à d'autres, mais quand on essaye de reconstituer les circonscriptions territoriales des bureaux de l'enregistrement, qui peuvent être une source pour éviter de faire trop de dépouillements ni de notaires, eh bien, c'est mission impossible, hein. On ne sait pas comment ça fonctionne. Merci. Monsieur Charon, un document qui explique que c'est l'intendant de la marine de Rochefort en 1780 qui est chargé des levées sur la Loire et notamment entre Nantes et Orléans. Donc, oui, voilà. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, voilà. Je m'en suis surtout tenu au quartier dit, entre guillemets, véritablement maritime, parce que nous avons les archives des quartiers dits de l'intérieur qui allaient de Nantes jusqu'à, je dirais pas, comment dirais-je, la naissance de la Loire, mais avec toutes ces villes, Angers, Orléans, Nevers, et ça descend jusque très bas. Et ces quartiers dits de l'intérieur, dont la composition des fonds est identique à celle que j'ai décrite dans ces grandes typologies documentaires que vous connaissez tous, disparaissent au cours du XXe siècle, je crois. Après les années 1830, il n'y en a pratiquement plus. L'intrication des fonds... Oui, l'intrication des fonds, oui, et aussi l'importance, je le dis pour les étudiants, hein, des cours d'eau.
Il y a le littoral, il y a les cours d'eau qui servent d'ailleurs en général de limite pour les différentes amirautés. Et donc, on remonte des fois assez loin pour trouver justement des gens de mer également. Attirer l'attention aussi, là je m'adresse à Madame Dargaud, attirer l'attention aussi sur la richesse même de documents comme les rôles d'équipage qui ont évolué avec le temps. Moi j'ai eu l'occasion de travailler sur des rôles d'équipage assez anciens. C'est assez extraordinaire finalement, des années, je crois que ça commençait en 1670 jusqu'en 1690, où on a véritablement à travers le rôle d'équipage, une idée de la religion de chacun des marins, puisque la religion est indiquée. Donc évidemment, pas besoin de vous rappeler qu'on est avant et après la révocation de l'édit de Nantes, et à quel point ça peut être important. Et de rappeler aussi à travers ces rôles, et donc ces documents particulièrement précieux, que sous Louis XIV, on veut vraiment savoir qui sont les marins et où on peut les localiser en permanence. Donc finalement, on disait tout à l'heure comment identifier un marin, comment finalement éviter l'homonymie, etc. Sous Louis XIV, on a, je dirais systématiquement, en tout cas c'est le cas de tous les rôles sur lesquels j'ai pu travailler, on a le nom du père, voilà, mais c'est surtout le nom de la mère, évidemment, qui est le plus important et de très loin, ou alors, à la rigueur, le nom de l'épouse. Et donc, ça permet effectivement de savoir qui est qui, avec, en général, peu de chances de se tromper. Et finalement, au XVIIIe siècle, c'est quelque chose qui va disparaître au profit beaucoup plus de quelque chose de financier. On va beaucoup plus savoir combien les marins gagnent, finalement, quel est leur salaire. Donc, et puis, finalement, c'est... avec l'absence de guerre, avant que les guerres ne rattrapent la France, mais plus tard, finalement, ça n'est plus vraiment le souci. Donc les rôles d'équipage sont jamais les mêmes à travers le temps, et il faut s'adapter. Mais c'est vrai qu'à La Rochelle, Thierry Sozo me disait que ça s'était interrompu après, mais en tout cas, pour la fin du XVIIe siècle, il y a une très belle collection de rôles d'équipage. Voilà. Alors oui, c'est vrai que pour la période de La Rochelle, effectivement, on a des rôles d'équipage qui sont très intéressants, mais qui s'arrêtent effectivement à la fin du XVIIe siècle. Voilà, on n'a pas la suite pour le XVIIIe siècle. Mais je vous rejoins tout à fait, on a des précisions assez incroyables pour cette époque-là. Et donc pour le SHD de Rochefort, c'est vrai que ce que vous m'avez dit, notamment sur l'hôpital, je pense c'est quelque chose de très très important. Mais moi j'avais une question vous demander juste quelques précisions sur ce que vous entendez par les pensions, parce que finalement au XVIIIe siècle on utilise beaucoup plus le mot demi-solde quand la demi-solde est versée. Donc, du point de vue de datation, vous avez quoi s'agissant du XVIIIe siècle? Alors, je n'ai pas étudié personnellement les dossiers bien en détail, mais dans la sous-série CC7P, il me semble qu'il y a des dossiers pour la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce sont les archives centrales qui ont été déposées à Rochefort. Pour les dossiers de pension... issus du service des pensions, là on est plutôt sur le 19e, début 20e. Voilà, mais ça reste des dossiers qui sont intéressants. Ce sont des marins d'active, je pense, dans une grande partie, mais peut-être pas uniquement. Je mentionnais le cas des veuves. Et ce sont donc deux ensembles qui sont assez massifs. Qui ont fait l'objet de fiches. Donc, il faudrait réfléchir à une manière peut-être de les aborder par sondage ou pour avoir une exploitation, une approche déjà de ces documents. Il y a des états de service qui précèdent. Il y a les états de service, il y a les... Quand on sert outre-mer, c'est différent, voilà. Bien sûr, et après les correspondances avec les ayants droit, les ayants cause. Donc, on peut aussi reconstituer la filiation par ce biais-là. D'accord. Voilà. Moi, c'est vrai que je vous emmène sur la période contemporaine aussi, par rapport au rôle que l'ENIM a assumé.
à l'égard de ces inscrits maritimes pour les derniers d'entre eux. Tout à fait. De toute façon, Gémer peut très bien se décliner au 19e et au 20e siècle jusqu'aux années 60, où s'achève à peu près l'inscription maritime. Et je pense que Rochefort, effectivement, a été une place importante pour les retraites. Je crois qu'on doit être 2 ici à avoir été enregistrés là-bas, si ce n'est pas à Toulon maintenant. Les matricules sont à Toulon. C'est les matricules qui sont à Toulon. Voilà. Est-ce que... Oui. C'est pour Monsieur Charon. Oui, dans votre présentation, il y a peut-être une chose qui sera intéressante. C'est tout le fonds Choran, les négociants. Vous savez, les frères Choran, qui étaient à Nantes, qui étaient négociants armateurs et qui ont une correspondance énorme. Moi, j'ai eu à travailler dessus 2 ou 3 fois et je pense que pour l'armement des navires, ça peut être très intéressant aussi. Oui, je me suis centré uniquement sur des sources purement maritimes, mais vous avez bien sûr, comme l'a dit Stéphanie Dargaud, des fonds privés qui viennent non pas compléter, mais éclairer des aspects de l'armement qu'on ne trouve pas directement dans les archives publiques. Et parmi ceux-ci, vous citez le fonds Choran, effectivement, de grands propriétaires de domaines à Saint-Domingue, dont les régisseurs ont entretenu des relations, une correspondance approfondie pour signaler tout un tas de choses et sur la vie quotidienne des plantations. C'est intéressant. Mais comme pour les autres fonds que j'ai décrits succinctement, vous trouverez sur le site des archives départementales, dans la rubrique archives privées, les archives de ces fonds privés armateurs. Et encore une fois, une présentation dans l'ouvrage que je vous ai cité, qui est centré sur traite et esclavage, mais la description des fonds reste bien sûr valable. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va faire une micro-pause.